First PM, ce n'est pas un métier comme les autres dans le monde du produit. Souvent seul à porter la culture produit dans une entreprise, on se retrouve généralement product designer, product ops, product marketer, customer success manager ou encore data analyst, en contact direct avec le CEO bien entendu. Le tout en étant balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge. Que dirais-tu, justement, de ne plus être seul ? Je suis Marc Vidal, expert produit et solopreneur, et je vais maintenant t'accompagner. Grâce au podcast First PM Stories, tu pourras trouver plein de process actionnables de la part de nos pairs qui feront ta communauté. On y débriefe les méthodes de base, tes solutions et tes retours d'expérience en compagnie des meilleurs experts qui sont passés par là. Allez, installe-toi bien, ça démarre tout de suite. First PM, c'est un métier très prenant. On arrive dans une entreprise qui est en général à taille humaine, on occupe un poste très transverse qui nous permet de tisser des liens avec à peu près tout le monde. On s'investit vraiment à fond dans cette aventure, on fait en sorte que notre boîte prospère. Mais parfois, cette aventure ne se passe pas comme on souhaite, et lorsque celle-ci se finit, on se questionne sur ce que l'on aurait pu faire différemment, qu'est-ce qui est de notre ressort et qu'est-ce qui ne semble pas l'être. Pour discuter de ce sujet un peu particulier, j'ai la chance de recevoir Romaric Janin aujourd'hui, qui a vécu une aventure similaire dans une boîte que nous ne citerons pas, bien entendu. Bonjour Romaric, merci d'être avec nous. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Salut Marc. Ouais, alors comme tu l'as dit, moi c'est Romaric. Je suis PM depuis une dizaine d'années à peu près. Et comme tous les PM de ma génération, je viens d'un univers qui n'a absolument rien à voir avec le product management. J'ai commencé comme indépendant en étant formateur en langue dans les années 2010. Rien à voir. Rien à voir du tout. De là, j'ai basculé dans les assurances parce que j'ai planté ma première boîte. Dans les assurances, le fil conducteur de ma carrière, c'est les langues vivantes. Donc dans les assurances, j'étais embauché parce que j'étais trilingue. D'un plateau où je recevais des appels de gens qui étaient en détresse à l'étranger, mon manager m'a dit mais t'as rien à faire ici, je te mets à la compta. Donc j'ai bossé pour eux à la compta. Ils m'ont fait une propale en interne, mais j'étais pas suffisamment bon sur Excel. Donc du coup, ils ont mis fin à mon CDD. De là, j'étais embauché par une boîte américaine pour faire de la compta encore. Toujours parce que je parlais couramment anglais et que je maîtrisais la compta. Et de là, j'ai été débauché par une startup qui faisait du legal tech, ce qu'on appelle, donc la gestion de créances, etc., digital. Et donc, qui m'a mis le pied à l'étrier pour faire de la spécification fonctionnelle au départ. Donc, c'était vraiment le basique du product management. Et ça a été ma première expérience dans la gestion de produits. Et de là, s'en est en suivi toute une succession d'expériences différentes. J'ai eu des rôles en start-up. J'ai fait de l'ESN aussi, du cabinet de conseil et de la grosse boîte. Ok, et actuellement, t'es chez qui ? Actuellement, je suis chez Watswater Technologies, donc c'est une entreprise américaine qui est basée à Boston et je travaille en distanciel pour eux depuis mars. Ok, un truc assez costaud quand même. Assez costaud, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires Ouais. annuel et des product teams assez énormes. Ok, très bien. Le sujet aujourd'hui, c'est bien entendu de parler un peu de First PM. C'est un job que tu as fait, et je crois que tu l'as même fait plusieurs fois. On va parler, donc sans citer le nom, bien entendu. Je veux bien qu'on rentre maintenant dans cette aventure que tu as vécue et que tu nous expliques déjà dans quel contexte t'es arrivé. Est-ce que la boîte venait de lever des fonds ? Combien de personnes il y avait à peu près à la tech, histoire qu'on ait quand même le tableau d'entrée, quoi. Ouais. Alors, je suis arrivé dans une entreprise qui était assez jeune, hein, qui avait moins d'un an, qui avait déjà, bon alors moins d'un an depuis le dépôt des statuts officiels, mais bien sûr les fondateurs, ça faisait longtemps qu'ils bossaient sur le produit. Ouais. Ils avaient déjà, alors il faut remettre les choses dans leur contexte, c'était une boîte qui fait de l'IoT. Donc, Ouais, ok. il y a une batterie de capteurs qui avait été développée et il y avait une plateforme qui avait été développée aussi d'autre part pour exploiter les données des capteurs. Du hard et du soft, quoi. Du hard et du soft. Voilà, je le précise parce que ça va beaucoup donner le contexte Ouais. pour toute notre interview, ça change pas mal de choses. Donc quand je suis arrivé, ils avaient 2 produits hard et 2 produits soft. Donc les produits soft, c'était une plateforme web et une app mobile. J'étais le 7 ou 8e employé. Ok. Il y avait essentiellement des équipes qui étaient là pour fabriquer le hard et la grosse partie de l'entreprise, c'était les sales.
OK. Naturellement, comme toute startup, je cherche un peu le PMF au départ. Ouais. Et donc, 7 ou 8e employé, je me rappelle de l'ambiance quand je suis arrivé, c'était assez extra. Vraiment l'ambiance startup, quoi, à la Google, mais en tout petit. Les fondateurs qui se challenge l'un l'autre en disant bah moi je suis l'incarnation de l'ordre et moi je suis l'incarnation du chaos. Et donc ils étaient vraiment dans une démarche, si tu veux, on veut lâcher un peu le produit, on veut se Ouais. détacher du produit, on veut confier ça à un PM, donc à notre first PM, pour qu'il définisse lui la stratégie, etc. Et que nous on puisse monter un peu d'un cran et avoir une vision un peu plus stratégique sur notre business. Juste pour bien préciser, au niveau produit, tu parles sur le côté digital, hein, ou Les les deux, deux, quoi? les Les deux. deux. OK, super intéressant quand même. Parce que là, ça rajoute quand même un degré de complexité. Ouais, alors, ça rajoute un degré de complexité. Comment dire? J'avais pas une responsabilité directe sur le hardware. Mais naturellement, si tu veux, il y a un lien intime entre le hard et le soft. Ce qui fait que bah, toutes les fonctionnalités que tu exploites dans le soft, elles sont basées sur ton hard et sur ton firmware. Ouais. Donc si tu veux, j'avais un impact sur la feuille de route du hard, sans pour autant dire que j'en étais responsable. OK, OK. Quand tu les as rejoints, au final, quelle était justement ta feuille de route à toi? Donc tu as dit, l'idée c'était de lâcher un peu le produit de leur côté et toi tes premières missions, vraiment, au final, c'était quoi? Alors ça, c'est quelque chose qui est très marrant parce que je suis entré dans beaucoup de boîtes où c'était assez top-down dès le départ, où j'avais, si tu veux, un onboarding assez clair. Quand je suis arrivé dans cette entreprise, j'avais pas de feuille de route. Donc, j'ai récupéré mon matos, mon Mac, etc. Et j'ai commencé en fait à manger de l'information. Ouais. L'outil de base, c'était Trello. Donc, il y avait 10 boards sur Trello parce que la version gratuite, enfin à l'époque, tu pouvais avoir que 10 boards gratos. Donc, j'ai commencé à lire tous les Trello, tous les tickets, à regarder un peu la structure ou l'absence de structure. Ouais, comme, beaucoup au départ, hein. Voilà, donc je me suis imprégné un peu, j'ai fait des one-one aussi avec tous mes collègues pour avoir un peu le point de vue du hard, le point de vue du dev qui faisait le firmware, le point de vue du sales, etc. Et puis notamment avec les fondateurs, évidemment, pour me mettre à la page. Et j'ai fait un peu de visite client aussi sur site pour voir le produit in situ et si tu veux avoir des retours à chaud. Donc j'ai commencé dans ces conditions-là et ça m'a permis de prendre la température assez rapidement. D'une part, du manque d'organisation, mais c'est aussi pour ça qu'on fait appel à un first PM, si tu Tout à veux. fait, hein. Et d'autre part, de la richesse des idées, parce que bah, des idées, il y en avait à foison. Il y a... Ouais, OK. Tu as précisé quelque chose, c'est une question que je t'ai pas posée et tu fais bien de le dire. Vous aviez déjà des clients. Alors peut-être pas pléthore, mais vous aviez déjà des clients et votre cible, c'était plutôt des ETI, voire des grands comptes. Donc, bien entendu, si tu as 10 000 clients, tu es très content. Maintenant, ça se passe pas comme ça quand cette cible est aussi grosse, mais vous aviez quand même une base d'utilisateurs à aller voir, quoi. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant à expliquer aussi. Euh, Étant une startup, disons que c'était plus facile pour nous d'aller voir les clients locaux. Et si tu veux, la stratégie, quand je suis arrivé, la stratégie, c'était une stratégie mobile first. Donc, ils venaient de release une appli mobile. Et mobile first, pourquoi? Parce que dans la localité en Provence, c'était que des petits acteurs Ouais. qui se servaient plus facilement du mobile quand ils étaient en situation opérationnelle. Donc moi, c'est dans ce contexte-là que je suis arrivé, avec aussi une volonté assez forte de la direction de grossir à l'international et d'avoir des clients beaucoup plus importants, des grands comptes, etc. OK, OK. Alors, je vais essayer de résumer très rapidement, mais c'est, comment dire? Il y a beaucoup de choses là. Tu es dans un contexte, tu tu reprends un peu la main sur le produit, ce qui est normal, sans avoir de feuille de route claire. Donc au départ, tu es, sur, prendre la température, bien comprendre le contexte, ce qui est logique, hein, parce que sinon, à mon avis, tu pars pas très bien du tout. Hem Il y a une volonté quand même d'aller à l'international, sachant que tu as des clients aussi qui sont en local. Donc, tu sais que tu auras beaucoup de déplacements aussi. Exact. Heu, une équipe qui est pas non plus hyper grande, mais il y a du potentiel, en fait, on va dire. La manière dont tu me le décris, on sent quand même que, il y a une volonté de bien faire au départ, une volonté vraiment de mettre une culture produit, vu qu'ils t'ont amené
C'est quand même des perspectives qui peuvent être internationales. Absolument. Donc il y a quand même un contexte qui est ultra intéressant. Et toi, au départ, là-dedans, je vais commencer à mettre un peu les graines sur le sujet principal de l'épisode, mais la question que je me pose, c'est est-ce que dans ce démarrage, je sais pas, on va résumer, c'était peut-être tes 2 premiers mois ou quelque chose comme ça, je sais pas. Est-ce que déjà, tu t'es dit, il y avait des trucs où tu avais des doutes, quelque chose comme ça, ou pour le moment, on va dire que ça roulait? Ouais, alors, pour être sincère et en ayant pris le temps de digérer parce que ça fait un moment maintenant que cette expérience est passée, hem, j'avais déjà des doutes sur la gestion des priorités Ouais, et sur le lead que je pourrais avoir sur le product. Heu, Parce que c'était un produit qui avait beaucoup d'affect, ce que je comprends et ce qui est absolument défendable quand tu crées une entreprise ouais. et que tu as un produit qui sort de tes entrailles, bah, c'est ton bébé, quoi. Enfin, quelque Ouais, part. tu lié au truc, c'est clair. Bon, c'est facile de faire cette analogie, tout le monde l'a fait, mais bon, il y a un affect qui est assez fort, si tu veux, et je sens qu'il va falloir que je me batte beaucoup pour prendre le lead sur le produit. OK. Mais rien d'affolant, parce que c'est commun à toutes les entreprises. Ouais, je comprends, je comprends. Voilà, c'est on va dire un premier signal là-dessus, et également, comme tu dis, sur la gestion des priorités, quelque chose qu'on voit souvent, de toute manière, j'ai envie de dire. Maintenant, à voir comment c'est traité et c'est peut-être là-dessus qu'on continuera, sur le reste de cet épisode. Ouais, Donc je me rajoute vas-y. juste, Ah bah, excuse-moi, vas-y. je te coupe la parole. Il y a un autre signal aussi qui est quelque part, tu vois, allume un warning dans ma tête, c'est la dualité de la stratégie, c'est-à-dire petits clients locaux versus grands comptes à l'international. Et Oui. là, je me dis, on est 8 employés à l'époque où j'arrive. Bon, après mon premier mois, on est 9, donc tu vois, ils recrutent encore quelqu'un au niveau opération. Je me dis comment on va pouvoir concilier le petit local et le gros à l'international. Ah, ça, c'est super intéressant effectivement, parce que ça veut dire qu'à un moment, faut quand même faire des choix pour avancer. Ça veut pas dire qu'in fine, tu peux pas choper, la 2 typologies, mais c'est 2 cibles différentes que tu dois approcher d'une manière différente, qui ont des besoins différents. Donc effectivement, quand même, il y a des choix à faire au départ. Heu, pour finir, on va dire, ton arrivée et tes premiers mois dans cette société, je suppose quand même que, il y a eu des signaux aussi encourageants. Tu as réussi à mettre des choses en place au départ. Est-ce que tu peux nous partager un peu, ces réussites-là? Ouais, absolument. Bah, comme je te disais, il y avait un Trello avec 10 boards et des tickets à foison dans tous les sens. Donc la première chose que je fais, bah, c'est que je prends connaissance d'absolument tous les tickets qui sont sur ces boards. Euh, et je commence à poser un peu des questions à gauche, à droite. Ok, ça, est-ce que c'est fait? Est-ce que ça c'est en prod? Tac, j'ouvre les outils, je vais regarder. Et je me rends compte qu'en fait, bah, le backlog, il est pas à jour, quoi. Donc si tu veux, déjà, ça me permet de faire un premier tri avec un premier statut du produit et de l'équipe produit. En même temps, de réorganiser le backlog et de me l'approprier. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est super enrichissant. Hem Et de là, je propose aux fondateurs de mettre en place, ce qu'on appelle nous une product factory. Donc c'est-à-dire mettre en place, un outil de feedback loop, un outil de gestion de code avec un outil de ticketing qui est lié, OK. enfin classique, tu vois? Un workflow automatisé qui est fiable et sur lequel on peut se baser pour itérer. Et donc c'est ce que je me suis attaché à faire et en même temps, j'ai proposé aussi de documenter tous les process. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait des workflows, bon, je me suis servi de Draw.io, tu vois, le petit logiciel, pardon, gratuit de mind mapping, où j'ai tout mis sur le papier, tu vois, pour qu'on voit clairement quelles sont nos opérations, qu'éventuellement on puisse se faire challenger par des consultants, voilà, histoire OK. d'optimiser tout ça, que ça soit bien clair et surtout que ça soit documenté pour la levée de fonds, parce que 6 mois après mon arrivée, il y a une grosse levée de fonds. Ouais, Et bah, c'est lié à ce c'était la produit. question que j'allais te poser, ouais. OK. Et donc tout ce travail-là, a permis de faire cette levée de fonds, c'est ça? Oui, alors bah, il a contribué, Ouais, contribuer, tout à fait. voilà, c'est pas ce que j'ai fait qui a permis de lever des fonds, On est d'accord. mais c'est le support que j'ai apporté à mes collègues et à ma direction à ce moment-là qui a permis de se dédier à cette levée de fonds et de lever cet argent. OK. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même des signaux positifs au départ aussi. Et complètement, et par-dessus tout, l'enthousiasme de tout le monde. Ouais, la motivation, l'enthousiasme, OK. Bonne ambiance, la motivation et puis une capacité certaine de la direction de prendre soin de ses salariés et une volonté affichée, tu vois, de faire en sorte qu'on ait un bon équilibre vie pro, vie perso, même si on travaille dur et on charbonne quand on est en start-up, tu vois, c'est ce qui est normal, quoi. Ouais, clairement, clairement. OK. Heu,
là, je vois vraiment pour le contexte d'arrivée, les premiers mois. Là, on va commencer à rentrer un peu dans le dur par rapport à cet épisode. Donc, au bout de quelques temps, je suppose que on a commencé à rencontrer un peu plus de difficultés. Comment elles se matérialisaient? J'ai envie de dire de manière sur une échelle un peu temporelle. Tu dirais que c'est au bout d'un an que tu as commencé à être un peu plus dans le dur. T'as vraiment eu l'impression que ça s'est fait de manière crescendo, on va dire. Comment tu peux nous partager un peu ça? Alors mon analyse, c'est que les 6 premiers mois, tout était très bien. Pas de signe d'alerte particulier. Je déroulais, je faisais des belles journées, etc. Je pense qu'à partir du moment où on a levé les fonds, on a scalé. Et on a scalé hyper rapidement. Je prends toujours cette image du grain de maïs que tu mets dans la poêle et qui d'un coup, pap, ça te fait un popcorn, tu vois. C'est exactement ce qui s'est passé. On est passé de 8-9 employés à plus de 20 employés d'un coup. Ouais, Notamment l'équipe de dev, elle a été multipliée par 3, je pense. ok, Les ambitions aussi ont été multipliées par 3. La vision qui était là a été mise là. Et tout ça fait que d'un coup, on s'est pris quand même un gros coup de pression. ouais, Il a fallu aussi qu'on apprenne à se connaître entre employés, tu vois, et à travailler ensemble. Ça, c'était assez bien, parce que je veux dire quand même que les recrutements qui ont été faits à ce moment-là étaient assez exceptionnels. On avait vraiment une team qui était unie, soudée, etc., qui poursuivait le même but. Mais on a commencé à sentir un peu les limites et on s'est fait un peu rattraper par la crise de croissance traditionnelle, c'est-à-dire une dette technique énorme, ouais, des différences de scope entre nos produits, c'est-à-dire une appli web avec certaines features et une appli mobile avec d'autres features, pas forcément ISO, et un back-end qui n'était pas capable de gérer le scale en fait. On n'avait pas anticipé ça. ok, ok, Donc des problèmes de perf sur nos applicatifs, quoi. ok. Donc, tu l'as très bien résumé. On va dire à partir de la levée de fonds, donc 6 mois, 7 mois. Là, ça a commencé à être beaucoup plus dans le dur, beaucoup plus challengé. En fait, tu devais être beaucoup plus challengé. Au départ, je pense que tu as dû dire, bon, c'est normal, et quelque part, ça doit l'être. Ouais. C'était quoi tes premières actions, de manière un peu pragmatique, quand tu as commencé à vivre ça? Alors quand j'ai commencé à vivre ça, bah, ma première réaction, si tu veux, ça a été de rechercher l'alignement avec ma hiérarchie. Ouais, Parce que bah, clairement, moi, je suggère une stratégie produit en fonction de toutes les données que j'ai, que ce soit des analytics, des feedbacks clients, etc. Mais bon, c'est quand même l'entreprise des fondateurs. Ils ont leur vision, tu vois. Et donc, j'essaie de faire matcher ma réalité à moi avec la vision. ouais, Et donc, ça a été beaucoup de discussions pour s'aligner sur quelle est la stratégie, comment est-ce qu'on distribue nos produits, comment est-ce qu'on trouve notre produit market fit. Voilà, c'était beaucoup de discussions là-dessus. ok, ok. Tout en devant, pardon, shipper pas mal de choses assez rapidement, je suppose. Donc il y avait de l'opérationnel là-dedans où tu étais sous l'eau et à côté, forcément, tu cherchais l'alignement pour être sûr de partir au bon endroit. Exactement. Euh, Pendant qu'on faisait tout ça, on a beaucoup investi sur des consultants qui sont venus nous, tu vois, analyser notre système pour nous aider aussi à optimiser la partie product, pour analyser notre code base, effectivement, et nous indiquer quels étaient les points d'amélioration, tu vois, les quick wins qu'on pouvait faire sur le back-end. Et d'un autre côté aussi, on a eu beaucoup d'intervenants qui sont venus pour améliorer nos applicatifs. Et particulièrement, je me rappelle, on a travaillé avec un cabinet de psychologie en design Ouais, euh, qui allait rencontrer nos clients. Donc, on a fait du discovery ensemble. Et ils ont essayé de nous faire une feuille de route design pour que nos interfaces matchent avec les différentes typologies de personas, les petits, les gros, etc. ok, Donc, on a dépensé pas mal d'énergie là-dessus, avec beaucoup de workshops, etc. Et on s'est retrouvé avec un backlog qui a grossi d'autant plus. Et ça nous a mis, en fait, rétrospectivement, je me rends compte, ça nous a mis une chape de plomb sur la tête. Et on s'est dit, ouais, on est quand même vachement loin de ce qu'on doit faire. c'est marrant là ce que tu es en train de dire. Alors attends, il y a deux choses. Si on revient sur ce côté consultant design avec les interviews utilisateurs, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet vraiment de comprendre les besoins. Mais ce que j'entends aussi là-dedans, c'est que
au final, les besoins n'étaient pas priorisés. C'est-à-dire que vous avez continué à attaquer l'ensemble de vos cibles potentielles avec une équipe qui était un peu plus grande, mais qui reste quand même, on va dire, de 20 personnes. Donc forcément, tu te retrouves à avoir beaucoup plus de specs, on va dire, de features voulues, mais pour autant pas forcément de priorisation là-dedans, c'est ça? Oui, pas de priorisation, et encore une fois, le bloqueur numéro un pour nous, c'était le code, Ouais, c'est-à-dire la dette technique. Et si tu veux, au fur et à mesure que le backlog grossissait, parce qu'on avait des super bons contacts niveau sales, j'avais des super bons feedbacks terrain des clients, tout ça, bah, je le loguais dans mon backlog. Et en fait, on est arrivé au point de rupture, si tu veux, où on pouvait plus shipper ouais, parce qu'on avait trop de dettes techniques, en fait. ok. Alors attends. Là, il y a le côté où il y a énormément de nouvelles features de demandes qui arrivent. On commence à sentir qu'il y a un vrai problème de priorisation. En plus, là-dessus, vous êtes allé très vite au départ, ce qui est normal. Vous aviez de la dette technique qui devait être acceptable et qui ne l'était plus au bout d'un moment. Et il y a un autre truc que tu as dit, c'est que vous êtes fait aussi beaucoup accompagner sur on va dire la partie un peu organisationnelle, produit. Et je veux rebondir là-dessus par rapport à ce que tu m'as dit au départ sur le fait que tu allais devoir quand même euh, vraiment gagner ta place, on va dire, sur ce côté, euh, comment dire, prise en main du produit. Ça fait partie quand même d'un des trucs qui a été compliqué pour toi parce que ça veut dire qu'on fait appel à un externe pour, pour faire un peu ce que tu devais faire. Est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est toi qui l'as voulu ou comment dire, c'était une décision commune? Là, c'est un peu plus du ressenti, mais c'est comprendre un peu comment toi tu t'es positionné par rapport à ces consultants. Ouais, alors si tu veux, moi je suis toujours open à me faire challenger, Ouais, parce qu'encore une fois, je suis pas PM de formation, j'ai pas suivi, je suis pas allé au MIT où j'ai suivi un cours de PM, parce qu'à notre époque, encore une fois, ça n'existait pas. Donc je suis vachement preneur de feedback. Euh, En revanche, j'ai toujours une appréhension par rapport à ce qu'un consultant qui connaît pas ton business, qui connaît pas ton produit, qui connaît pas ton marché, j'ai toujours un peu d'appréhension de ce qu'il va pouvoir dire, parce que je connais les modèles théoriques, tu vois, pour avoir beaucoup lu toute la méthodologie, etc. Donc j'ai pas mal d'appréhension, mais surtout, euh, je me sens quand même mis dans la balance, ouais, avec un doute de ma hiérarchie sur est-ce que je suis fit pour le rôle ou pas. ok, Mais ça, c'est vraiment une réflexion personnelle, c'est un sentiment personnel que je livre. Euh, c'est certainement ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils se sont dit, est-ce que le problème, ce serait pas au niveau du product? Est-ce qu'on n'a pas fait un mauvais casting? Et on va demander un regard extérieur pour avoir confirmation ou infirmation. ok. Donc d'un côté, je suis preneur. De l'autre côté, je sens qu'un peu, il y a une cible qui se promène sur moi, quoi. Non, je comprends, je comprends. Mais s'ils en sont arrivés là, c'est parce que de leur côté, ils avaient commencé à identifier qu'effectivement, il y avait, ils sentaient qu'il y avait des problèmes pour scaler, c'est ça aussi? Ouais, alors si tu veux, à mon avis, le plus gros problème, c'est le problème de delivery. C'est clairement, Ouais, on on en était revient là. incapable de shipper une feature. Ouais, Il y avait un blocage, et comme je te disais, au fur et à mesure qu'on était bloqué, les jours, les semaines, les mois s'enfilent. Euh, Tu sais comme moi que quand une équipe produit ne livre pas, bah, le moral, au fur et ouais, à mesure que le temps passe, il descend, quoi. Et donc, bah, les fondateurs se retrouvent face à ça et se disent, ok, c'est quoi le problème? À ce moment-là, ils n'ont pas connaissance, je pense, de l'ampleur de la dette technique. ok, Et je pense qu'ils savent pas à ce moment-là que c'est vraiment le point central d'absolument tout. Et c'est aussi pour ça donc qu'ils se tournent vers un consultant en ok, produit. ok. On va revenir là-dessus, je pense, un peu après. J'essaie de pas tout mélanger parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets là-dessus. On va dire que toi, quand il y a l'arrivée de ces consultants, même si, comme tu dis, hein, ça peut être bénéfique aussi pour toi, hein, ça je l'entends complètement, parce que ça peut être intéressant, ce regard extérieur aussi, parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est toujours bien d'avoir un autre retour comme ça. Mais quelque part, tu as commencé à sentir petit à petit que tu avais une perte d'impact, on va dire. Bah là, clairement, avec cette histoire de consultant et de diagnostic externe, si tu veux, j'ai senti que je perdais le lead sur le produit, quoi. Ok, ok. Donc la confiance s'étiole, si tu veux.
De manière un peu plus large, donc là, on s'est concentré vraiment sur toi, ce qui est normal, hein, c'est le but de cet épisode. Maintenant, j'essaie de comprendre un truc d'un point de vue un peu plus direction. Vous étiez plus dans le dur, étant donné que des features n'étaient pas shippées sur la semaine, enfin jour, semaine, voire mois, comme tu me disais. Il y a ta perte progressive d'impact. La direction a dû sentir aussi euh, en dehors du produit des complications, donc potentiellement de l'insatisfaction client ou du mal à aller chercher de nouveaux clients. Ils se sont posés des questions un peu plus larges que juste produit, j'imagine, sur le marché ou autre. Donc c'est histoire de comprendre un peu plus la vue d'entreprise là derrière. Il y a eu des démarches, je suppose, de remise en question là-dessus. Ouais, absolument. Les fondateurs se sont constamment remis en question sur toute ma période dans cette entreprise. J'ai vu qu'ils avaient cette capacité, tu vois, d'introspection et de réflexion et de remise en question, ce qui s'est traduit par des pivots. On a Ouais, fait, on a fait pas mal de pivots. Euh, absolument dans tous les domaines de l'entreprise. Que ça soit la méthodo. ouais, Moi, je suis avec ma valise Scrum, j'ai posé mes cérémonies, etc. Quand on a commencé à plus arriver à shipper, Scrum, c'est le premier truc qui a été tué dans l'œuf. ouais. Ok. On était mobile first, comme je te disais, parce que les premiers clients qu'on a eus, c'était des clients locaux, qu'on pouvait facilement accéder. On est devenu web first, Ouais. Ok. donc avec un produit assez mature mobile, mais pas assez mature web. Ok. La pression du delivery, c'est-à-dire faut shipper des features sur la plateforme web parce que les grands comptes qu'on vise, ils se servent du web. Et l'incapacité de le faire parce que le cœur du système qui fait transiter tous les messages IoT entre le hardware et le software est pas capable d'ingérer le volume qu'on veut lui faire ingérer en fait. Ok. Ok. Bon, là encore, il y a beaucoup de choses. Déjà, le premier pivot que tu parles là sur le côté agilité et compagnie qui a sauté, ça, je l'ai vécu enfin, j'ai accompagné deux boîtes qui ont fait le même choix. C'est vrai qu'il y a un moment où, quand on a l'impression que ça chie pas assez, qu'il y a un problème, une des premières choses qu'on vient à changer, c'est la manière dont enfin, le framework, le process qu'on peut avoir au niveau de l'équipe tech. C'est un des choses qu'on va chercher à changer le plus facilement, j'ai envie de dire. Ça peut être une bonne chose, hein. Après, je sais pas, ce qu'il y a derrière, c'est potentiellement ça peut entraîner de la frustration pour les équipes tech. Et je Ben, sais que moi, j'ai vu pas mal de churn dans les équipes qui ont vécu ça. c'est exactement ce à quoi je suis en train de penser, Marc. En fait, d'un côté, c'est humain de chercher un coupable parce que quand il y a une situation qui dégénère, tu essaies de l'endiguer, surtout quand tu es chef d'entreprise et que tu as des salariés et que tu as des réalités matérielles derrière, quoi. Ouais, Donc ça, je le comprends. Je pense que incriminer la méthodologie, rétrospectivement, je pense que c'est plutôt un biais qu'autre chose, parce que je pense pas que ça soit vraiment le problème. Et le churn, c'est exactement le problème suivant auquel on a dû faire affaire. C'est que cumulation de la frustration, perte d'impact de ma part, questionnement, scale, impossibilité de shipper, etc. Baisse du moral égale churn. Donc on a commencé en fait à perdre des key team members, euh, notamment dans l'équipe de dev. Et là, pour moi, ça a été vraiment le signal qui m'a dit ok mec, faut que tu te remettes en question, il y a un truc qui cloche. voilà. Là, c'est la grosse spirale négative au final. Et puis, alors, quand tu rentres là-dedans, c'est très très dur après de redresser la barre. Il faut qu'il y ait un gros électrochoc, mais c'est pas simple au final. C'est pas simple parce que tu perds des membres historiques. Au-delà de l'affect, tu perds du savoir. Bon, ouais, c'est clair. Ouais. Euh, Notamment une chose que j'ai pas mentionnée, c'est que juste avant le premier scale, on a perdu l'ingé principal, celui qui a monté tout le système, donc on a déjà eu une grosse perte de connaissances à ce moment-là. Ouais. Au moment où on connaît notre plus gros moment de tension, on va dire, parce que on a des leads qui sont super prometteurs, mais en contrepartie, il faut qu'on ship des features sur notre plateforme web, et en même temps qu'on accroisse notre capacité de production de hardware. Et toujours avec cette dette technique au milieu. Toujours avec cette dette technique, on perd le deuxième ingé principal. C'est-à-dire le deuxième dev historique, en fait. Et on se retrouve qu'avec une équipe de dev entièrement neuve, qui n'a pas forcément toute la connaissance sur l'entièreté du système, et notamment sur le cœur de notre système, qui fait transiter les messages entre le hard et le soft.
Là, ça devient très, très, très compliqué. Donc, Là, c'est compliqué. ok, ok. Je suppose que tout ça, ça s'est fait quand même dans la durée. Ouais, ça s'est Et étalé sur le temps, ouais. ouais, donc on va dire sur plusieurs mois, t'as été dans cette spirale-là, où peut-être que là où je vais en venir, après on va venir un peu sur des réflexions un peu plus, comment dire, euh, a posteriori. Toi, au final, pendant plusieurs mois sur la fin, ça a été compliqué. T'as eu du mal, voire t'as pas réussi à reprendre vraiment ta posture là-dedans. Néanmoins, je le sais, hein, on a beaucoup échangé en dehors de l'épisode, mais je sais que tu as persévéré et ça te tenait vraiment à cœur. Hein, c'est ce que je disais en intro d'épisode. Euh, c'est une boîte où tu t'es investi et comment dire, le projet, les gens, il y avait des choses qui te tenaient vraiment à cœur. Donc tu as tenu encore longtemps pour essayer d'aider cette boîte-là. Au final, bon, t'as dû partir. Je suppose que là, c'était un commun accord, quelque chose comme ça. Vous en avez discuté pour que ça se fasse de la manière la plus propre possible. Là où je vais en venir maintenant, c'est si on doit prendre un peu du recul, et c'est ce que tu as fait quand même pas mal là tout le long de l'épisode, sur les réflexions un peu de ce que... J'aime pas le mot échec, mais des difficultés que tu as pu rencontrer avec du recul. Est-ce que tu arriverais à cibler un peu des erreurs ou des choses que tu aurais dû faire différemment, des angles morts, quelque chose comme ça? Ouais. Alors juste pour Vas-y, vas-y. juste une réflexion sur la transition que tu viens de faire, euh, et pour donner un peu une échelle de temps, j'ai parlé de mon arrivée, j'ai parlé de 6 mois avec la première levée de fonds. Je suis resté 3 ans au total dans cette entreprise pour te donner une idée du temps que Ouais, où j'ai réfléchi et mûri mes pensées et donné mon max pour essayer de faire avancer les choses. Euh, D'un commun accord, oui et non. Si tu veux, il y a un moment où moi j'ai atteint ma limite oui, et je pense j'avais plus d'impact dans l'entreprise. Donc si tu veux, c'est là où j'ai proposé moi de partir. Euh, et après, les choses que j'ai apprises, il y en a un max. Ce que je peux dire, c'est que sur cette période de 3 ans, j'ai aucun regret. Je me ouais, suis éclaté, même dans l'adversité. Euh, Si tu veux, j'ai appris autant sur le monde de l'entreprise que sur le produit, que sur moi-même et que sur les autres. ouais, ouais, ouais. Parce que ce qui caractérise un PM, c'est pas forcément, comme beaucoup de success stories le montrent, je suis senior PM, je lead 10 junior PM qui ont chacun 5 développeurs, 2 designers dans leur team. Euh, le rôle d'un PM, c'est de leader et c'est pas de manager pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies de l'impact sans dire fais ci, fais ça, etc. Donc c'est vraiment Encore plus pour un first PM en plus, quoi. encore plus pour un first PM. Ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que mon leadership avait pas été bon. Ouais, Parce que bah, humainement, il y a des moments où je me suis découragé. Et forcément, c'est contagieux. ok, Donc, intéressant ça. ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très difficile de rester optimiste. Et moi, c'est pas dans ma nature de rester optimiste quand tout va mal. Ok, Donc, effectivement, ça a pu avoir un impact sur mes collègues et sur ma hiérarchie aussi. c'est super intéressant, ça n'empêche, parce que faut arriver à le digérer, faut arriver à l'accepter et à l'analyser ça quand même. Donc c'est costaud quand même. Ouais, donc il y a dans l'adversité, il y a deux approches. Il y a l'approche où tu cherches un coupable, et donc tu pointes du doigt tes collègues, ta hiérarchie, ton marché, ton produit, etc. Et t'as l'approche où tu te dis c'est pas tout blanc, tout noir. Donc forcément que moi, Romaric, j'ai une responsabilité dans l'affaire, et donc je me remets en question. Derrière, tu rebondis, c'est-à-dire que ta carrière professionnelle s'arrête pas là. Donc il faut que pour le futur, tu sois paré, et il faut Ouais. que tu aies digéré cette expérience. Et aussi, faut pas que tu reproduises les mêmes erreurs si jamais tu as fait des erreurs. Donc tu vois, c'est là où je me suis posé les questions. Ouais, ouais, et puis t'en as tiré un enseignement. Après, il est pas simple celui-là quand même, parce que faut réussir à prendre un sacré recul pour se rendre compte et admettre que, enfin, là tu le dis clairement, par moment t'as eu un manque de leadership, euh,
enfin, j'imagine que prendre conscience de ça pour arriver à améliorer les choses, maintenant c'est un super atout. Par contre, quand tu t'en es rendu compte, ça devait pas être simple. Non, c'est pas simple. Et puis, manque de leadership, si tu veux, c'est la catégorie mère. Ouais, Je pense que pour arriver à être un bon leader, il y a énormément de choses, notamment la com, la communication, ouais, l'alignement. D'ailleurs, je mettrais l'alignement avant la com. Tu vois, c'est peut-être au fur et à mesure que la confiance s'est étiolée et qu'on a eu de la pression externe parce qu'on avait des fonds d'investissement, ouais. etc., et qu'on devait répondre à certains objectifs. Euh, on s'est un peu désaligné avec la direction. Et ça, je pense que ça a été très préjudiciable. Et je prends ma part des choses. Je pense que c'est moi, à un moment, tu vois, j'ai baissé la tête au lieu de la lever. Ah, je comprends. Euh, donc, si tu veux, ce manque d'alignement a généré une mauvaise com. De part et d'autre, hein. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. De toute manière, c'est des torts partagés au final, hein, tout ça. Voilà. Donc, ce que j'en retire, c'est que il faut rester aligné avec sa hiérarchie, son leadership, et toujours maintenir une communication ouverte avec, tu vois. La com, ce que ça m'a appris, si tu veux, à tailoriser mes messages. C'est-à-dire, tu vois, pas faire juste, je te prends un exemple lambda, t'as trois quarts des gens, ils font un email, tac, et puis ils envoient l'email à toute une foule de personnes, t'as des stakeholders, t'as des Ouais. dirigeants, t'as des clients. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a ses propres KPI, il a ses propres centres d'intérêt, qui ont leurs propres impacts sur leur travail. Il faut arriver à délivrer les bons messages au bon moment, aux bonnes personnes. Et donc, tu peux avoir un seul message à délivrer, mais il faut le formuler Mais, différemment pour chaque personne. mais clairement, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Je me rappelle mon ancien CEO. Enfin, comment dire, moi globalement, j'ai eu une expérience qui s'est plutôt bien passée, notamment chez Neovacom. Mais là-dessus, au tout début, il me reprenait souvent. Et c'était super intéressant. Il me disait, il y a une phrase dans la vie où on dit, on s'en fout de la forme, ce qui est important, c'est le fond. En fait, quand t'es PM et First PM, ça, c'est pas vrai. La forme compte autant que le fond, au final. Et comment dire, la manière dont tu vas t'adresser aux gens, il faut comprendre que il y a ce que tu vas dire et ce qu'ils vont comprendre. C'est ce que tu as très bien dit avec leur KPI, leur centre d'intérêt. Faut pas croire que une fois que tu as communiqué, c'est bon. Faut s'assurer que le message que tu as délivré, il ait bien été compris. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple. Et sur ce poste-là, on se rend compte que c'est pas forcément quelque chose auquel on fait trop attention. On se dit c'est bon, j'ai fait le taf, j'ai communiqué comme il fallait et tout, mais est-ce que tu es sûr que la personne en face, elle a bien compris ton message? Ouais. Et tu vois, le bilan pour moi de cette expérience, c'est que sur mes hard skills, mon bilan, c'est que j'ai pas à rougir. Parce que mes hard skills de PM, je les ai acquises à la force de mes bras et de mes expériences diverses et variées. Ouais, Et là où ça a été le plus dur pour moi, pour mon ego, c'est qu'en fait, c'est sur les soft skills où j'ai pas performé. ouais, Quand je je dis comprends. comme alignement, vision stratégique, leadership, c'est des choses que je tenais pour acquises, parce que dans les expériences précédentes que j'ai eues, c'était assez fluide, voilà, je me suis jamais vraiment... Alors, est-ce que tu vois, c'est lié aussi à la conjoncture où la communication est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'autrefois? Effectivement, autrefois, on était plus sur le fond que sur la forme, mais aujourd'hui, il faut aussi beaucoup équilibrer et lisser ces messages, tu vois. Peut-être que je suis un peu de l'ancienne école, lié à mon éducation personnelle, et du coup, j'ai dû me remettre en question là-dessus et travailler énormément sur ma com. Ah, mais le truc qui est super intéressant, c'est de se dire que dans d'autres expériences, ça n'a pas du tout été un problème. Là, ça a été un problème, ce qui veut dire quand même que c'est important d'avoir cette remise en question euh, continuelle. Je sais pas si c'est le bon mot, mais perpétuelle, voilà, beaucoup mieux. Ouais, mais tu vois, ce que je voudrais dire à ton audience de First PM qui regardera ça, le message, c'est que dans l'adversité, on a tous tendance à se décourager. Ouais, Euh, il faut, c'est facile à dire, mais un échec professionnel, c'est pas un échec de carrière. Ça veut pas dire que t'es un zéro. On parle souvent d'alignement de planète. Moi, j'aime pas trop cette image, mais il y a une conjoncture et un ensemble de choses qui font que t'es successful ou tu l'es pas. Euh, on voit beaucoup de posts sur les réseaux, tu vois, qui vantent les choses qui marchent bien. ouais, ouais, ouais.
et moins les choses qui marchent pas bien. Donc voilà, mon conseil pour les first PM, ça serait mettez un peu le holà sur les réseaux, parce que c'est bien de voir des success stories, mais tu vois, un conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à faire de la moto, on m'a dit tu veux aller vite? Alors je dis à mon moniteur ouais, bah des fois j'aimerais bien aller vite, tu vois. Il m'a dit bah commence par aller lentement. Ouais. Parce que si tu maîtrises pas ta moto à basse vitesse, tu la maîtrises pas à haute vitesse. Et c'est un super conseil. Et je pense que c'est aussi applicable au first PM, tu vois. Commence par voir petit. Fais des choses petites, à ta portée. Euh, Grossis, tu vois. Prends de l'ampleur, de l'importance. Assois tes soft skills. Parfait tes hard skills. Et petit à petit, tu t'épaissis et tu deviens meilleur dans ton job, tu vois. Ouais, comme tu dis, comment dire, se tromper, l'échec, l'erreur, je sais pas le mot qu'on peut mettre derrière, mais c'est pas une finalité. Il y a des choses à en retirer et ça fait grandir en fait. Et ça c'est super important parce que au final, quand on voit, quand même pour amener une note positive autour de tout ça, toi de cette expérience, t'en as tiré quand même des gros apprentissages et au final, bah, tu te retrouves quand même dans une belle boîte actuellement avec un beau poste où tu es heureux d'y être. Eux, ils sont heureux aussi que tu sois avec eux. Donc, on voit quand même que tu as eu le recul nécessaire pour grandir de tout ça et tu as réussi à en tirer quand même aussi du positif. C'est pas simple, mais comment dire, tu as eu cette intelligence de vraiment comprendre que il y avait des choses à en tirer, quoi. Oui, tu vois, pendant que tu parles, je pense encore à cette citation assez célèbre, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Ouais, Un échec, encore une fois, ça ne matérialise pas ta carrière. Tu, tu, tu peux très bien pas être successful, et encore une fois, je le répète, pour une myriade de raisons différentes. Euh, c'est pas ça qui veut dire que tu vas pas arriver à rebondir. C'est pas ça qui veut dire que tu dois démissionner ou que tu vas te faire virer. Tu vois, tu peux, même encore aujourd'hui, dans ma carrière de PM senior maintenant, je fais des erreurs, ça m'arrive encore, tu vois. ouais, ouais, ouais. Maintenant, j'ai ces mécanismes plus facilement de demander du feedback aux autres, déjà, Ouais. pour avoir un regard extérieur, et aussi de prendre du temps en disant, ok, vas-y, déconnecte, prends un café, réfléchis. Euh, Là, t'as fait ça, est-ce que t'as pas une autre approche qui aurait été plus effective, tu vois? C'est super important de se remettre en question et de pas attendre la fin d'une expérience pro Ouais, ouais, clairement. pour le faire. Ok, ok, super intéressant. Euh, j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais te demander. Est-ce que toi, tu vois des choses que tu souhaiterais rajouter sur, bah, que ça soit cette expérience de First PM ou de manière un peu plus générale? Ouais, je dirais que l'expérience de faire ce PM, t'as pas une expérience qui se ressemble. Ouais, Euh, tu peux arriver dans des contextes super variés. Euh, ce que je dis moi de mon expérience, c'est pas forcément applicable à d'autres, de par déjà le secteur, comme je disais, IoT. ouais, clairement. Voilà, en tout cas, ce que je conseillerais encore tu vois, en dernier message, c'est important de connaître les dogmes et les méthodologies. Tu vois, c'est important de suivre les influenceurs product qui donnent un peu les dernières trends et tout ça. Encore une fois, il y a la théorie, il y a la pratique. Il faut arriver à matcher un peu, à balancer les choses ensemble. Euh, Rester humble, c'est une des choses que j'ai apprises dans mon expérience. Dans toutes les expériences, mais particulièrement dans celle dont on vient de parler, tu vois. Ouais, Euh, Pas faire le coq, voilà. Il y a des succès, c'est bien, on les partage en équipe parce qu'on les a eus en équipe. Il y a des échecs, ok, dans les échecs, la première chose, c'est que je m'introspecte et je réfléchis déjà sur l'impact que j'ai eu dans cet échec et pourquoi j'y suis, avant de pointer les autres du doigt, tu vois. Et ouais, avec tout ça, je pense que ça te permet de bien faire ton job. ouais, clairement, clairement. Bah, de toute manière, toujours réfléchir à ce que toi, tu aurais pu faire différemment. Euh, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est juste vital parce que tu peux agir sur toi, sur ton comportement. Par contre, comment dire, tu peux attendre des autres qu'ils changent, mais tu peux pas les changer. Donc, au final, commence à voir ce que toi, tu peux faire de manière différente avant d'attendre des autres. Ok, Ouais, surtout qu'en tant que PM, t'es quand même le centre névralgique du produit. c'est Euh, clair. T'es le chevalier servant un peu de tout le monde, donc
c'est particulièrement vrai que c'est toi qui dois t'adapter aux autres. Ouais, non, mais clairement. Ok, super. Ben, merci Romaric pour ce retour d'expérience. Franchement, c'était pas simple et c'est super enrichissant. Et écoute, je te dis à bientôt. Ouais, merci à toi Marc, à bientôt. Ciao. Salut. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.